Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie, et plus que ça, une figure européenne pour vos adversaires. Vous êtes un cheval de Troie de Trump et de Poutine en Europe. Pour vos partisans, vous êtes l'espoir d'une autre Europe. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Non, Pourquoi? parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. L'Ukraine a tout son droit de se défendre. D'ailleurs, elle le fait de manière héroïque. Alors, pourquoi, par exemple, demandez-vous la fin des sanctions contre la Russie? Parce que les sanctions russes détruisent la Hongrie. Je pense que ça détruit également toute l'Europe. Mais ça, c'est le souci des Européens. Pendant les 3 dernières années, nous avons perdu 20 milliards d'euros à cause des sanctions. Pour la Hongrie, c'est un chiffre très important. Les sanctions nous détruisent. Quelle est l'alternative? Poutine a mangé la Crimée. Il a mangé une partie de la Géorgie. Il est toujours plus menaçant. Que doit faire l'Europe? Simplement le laisser avancer? Non. Il faut tout d'abord un cessez-le-feu et ensuite la paix. Puis, il faut qu'il y ait un accord stratégique de paix à long terme. Comment le garantir? Le président Macron est plutôt prudent. Il parle de troupes au sol, pas pour combattre, des troupes au sol pour garantir un cessez-le-feu. Est-ce que vous le suivez? Je pense en fait que ni les Européens, ni les Ukrainiens ne pourront se mettre d'accord avec les Russes. Les Ukrainiens parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre, et les Européens parce qu'ils sont trop impliqués pour y arriver. Il faudrait en fait qu'il y ait un accord entre Russes et Américains. Vous avez dit vous-même, l'Ukraine est souveraine. Un peuple souverain peut adhérer, s'il le veut, à l'OTAN, à l'Union européenne. Est-ce que vous lui accordez ces droits? L'Ukraine n'est pas apte à devenir un membre de l'OTAN ou de l'Union européenne. C'est ce qu'on disait naguère de la Hongrie aussi. Non. Même avant la guerre, l'Ukraine était déjà en banqueroute. Au début des années 90, les Ukrainiens n'ont pas vraiment réussi à créer un État fonctionnel économiquement. Cela signifie que si l'Ukraine devenait un membre de l'Union européenne, ce serait une faillite économique. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé avec l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Dans un premier temps, tout le monde était accepté dans l'OTAN. Cela garantissait une sécurité militaire. Seulement ensuite, ces pays ont pu entrer dans l'Union européenne. Mais actuellement, c'est impossible. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, tout de suite, ce serait la guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc actuellement, c'est une impossibilité. C'est une réalité géopolitique. Mais pardon. En disant ça, est-ce que vous ne faites pas un cadeau à Poutine? Vous dites qu'elle ne peut pas entrer dans l'OTAN, mais encore une fois, l'Ukraine est souveraine. Votre pays est entré dans l'OTAN, personne n'a dit non, la Hongrie ne peut pas entrer dans l'OTAN. Oui, mais je ne pense pas comme un Ukrainien. En revanche, je pense comme un Hongrois et comme un Européen. Pour nous, les Hongrois, et pour toute l'Union européenne, ce n'est pas dans notre intérêt qu'il y ait une menace de guerre et un conflit direct avec la Russie. C'est pourquoi l'Ukraine ne peut pas devenir un membre de l'OTAN. Il y a une incompréhension sur vos positions. Les Russes, la Russie soviétique, est entrée en Hongrie en 1956 avec ses chars. Elle a écrasé la Hongrie. Vous avez été un combattant anticommuniste. Pourquoi n'être pas solidaire de l'histoire des Ukrainiens, qui ressemble? Je comprends. Et nous comprenons l'histoire de l'Ukraine. Je pense que nous comprenons même un peu mieux que les Français. Vous habitez à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine. Au cours des 150 dernières années, on a occupé 4 fois mon pays. Et c'était un désastre. Une fois, l'occupation a duré 45 ans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était un désastre. C'était horrible. Les dégâts étaient considérables. Donc je comprends les Ukrainiens. Ce que nous pensons, c'est que les Russes, il ne faut pas les aimer, mais il faut avoir des accords avec eux. La Russie est une réalité géopolitique, même si on ne l'aime pas. Il y a une maxime en français qui dit « baise la main que tu n'oses pas mordre ». Est-ce qu'au fond, c'est votre attitude? Est-ce que vous êtes en train de baiser la main des Russes parce que vous avez peur d'eux? Non, pas du tout. C'est juste le contraire. Je pense que c'est seulement le langage de la force que les Russes comprennent. Et l'Europe doit être forte. Il faut que l'on négocie à partir d'une position de force.
Malheureusement, là, nous sommes faibles. C'est pourquoi nous avons besoin des Américains. Mais il faut que l'Europe se renforce à long terme. Il faut qu'il y ait un accord stratégique avec la Russie, mais seule une Europe forte pourra y arriver. Il y a deux attitudes à l'égard de Vladimir Poutine. Celle du président Macron, du chancelier Merz et aussi d'ailleurs de Keir Starmer et la vôtre. Vous êtes proche de Poutine. Jusqu'où peut aller cette proximité? Que voulez-vous? Voulez-vous par exemple que Poutine puisse revenir en Europe? Est-ce que vous l'accueilleriez en Hongrie? Il ne faut pas que l'on réfléchisse à Poutine, mais à nous-mêmes. Nous ne mesurons pas l'Europe à Poutine. Nous avons nos propres intérêts. Il faut que l'on soit fort. Et il faut que l'on soit fort avec et contre la Russie. Le président de la Russie est le président des Russes. S'il veut venir en Hongrie, il sera accueilli avec tout ce qu'il faut. Vous avez accueilli déjà Netanyahou, qui lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. De la même façon, vous enverrez paître l'Union européenne, la Cour pénale internationale. Vous êtes prêt à accueillir Poutine comme Netanyahou? Netanyahou est le Premier ministre israélien, bien sûr. Nous le respectons. Nous l'accueillons avec du respect, comme quand nous accueillons un dirigeant d'un pays. Nous avons du respect pour les pays. C'est aussi ce que l'on veut pour nous-mêmes, ce respect. Je pense que cette organisation est devenue très politique et ne m'intéresse pas. Quel est pour vous le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Le président français et vous, vous êtes aux deux extrêmes. Comment est-ce que vous regardez son rôle? Tout d'abord, Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Et je respecte la France. Je respecte le président de ce pays. Depuis que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, la situation a radicalement changé. Auparavant, les Britanniques et les habitants de l'Europe de l'Est formaient un grand bloc souverainiste fort. Nous n'avons pas permis que Bruxelles s'accapare nos compétences. Mais Bruxelles sait ce qu'elle fait. Elle s'accapare nos compétences. Donc, la solidarité, c'est du passé. Ce qui se passe maintenant en Europe est validé par les Français et les Allemands. Et nous ne pouvons pas nous opposer à cette volonté. Nous n'avons plus ce pouvoir de blocage. La responsabilité et la position de votre président est plus forte. Mais de quoi le soupçonnez-vous exactement? L'Union européenne, ce sont des membres à égalité. De quoi soupçonnez-vous Emmanuel Macron? Vous avez un bon rapport personnel avec lui. Tout à l'heure, on préparait l'interview, vous m'avez dit vous êtes tous les deux des bêtes politiques. Vous aimez bien batailler. Mais sur le contenu, vous êtes en désaccord sur tout. En ce qui concerne l'avenir de l'Europe, nous sommes en désaccord. On a besoin de l'Europe. Mais votre président aimerait partir vers une voie progressiste et libérale. Pour moi, ce serait une tragédie pour l'Europe. Je pense que tous nos maux proviennent du fait que nous avons délaissé nos traditions, la souveraineté nationale et nos traditions chrétiennes. Il faudrait retourner à nos racines et là, c'est diamétralement opposé à ce que représente M. Macron. Qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Vous dites retourner aux racines chrétiennes de l'Europe. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Les Italiens disent ça par exemple aujourd'hui, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quel changement concret en Europe? Prenons un exemple concret alors. La Hongrie ne permet pas l'entrée des migrants sur son territoire. Nous avons construit une clôture sur notre frontière sud. Et quand il le fallait, nous avons protégé militairement cette frontière. Personne ne peut entrer sur le sol hongrois sans l'autorisation de l'État hongrois. Nous avons le droit de le faire. Mais que dit Bruxelles? Bruxelles dit « Ah non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas décider avec qui vous voulez vivre. » Et quand je désobéis, quand nous désobéissons, chaque jour nous devons payer $1 million. Là, je suis dans cette chaise et je paye $1 million à Bruxelles parce que je ne veux pas de migrants chez moi. Voilà. Bon, le Premier ministre, mais l'Europe vous donne aussi beaucoup d'argent, vous le savez bien. Souvent, elle achète un certain nombre de vos accords, ça vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi, si vous êtes tellement en désaccord avec l'Union européenne, pourquoi vous ne la quittez pas? Non, je suis absolument d'accord avec l'Europe comme idée. Mais on ne peut pas quitter l'Europe, car nous sommes l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle est? Ah oui, je ne suis pas d'accord avec la politique européenne. Parce que notre leadership est trop faible. Et il y a des erreurs. Et en plus des erreurs, il y a de mauvaises réponses à nos problèmes. Par exemple, il y a une crise migratoire qui est très mal gérée. Une crise de Covid, mal gérée. Transition verte, mal gérée. Guerre, mal gérée. Sanctions, mal gérées. Dans chaque cas, les crises sont le prétexte pour s'accaparer encore plus de compétences. Moi, je suis un gaulliste de ce point de vue. On reparlera de De Gaulle après, mais si vous voulez changer l'Europe, on comprend que vous voulez garder l'Union européenne, mais là, changer. Avec qui? Aujourd'hui, il y a le phénomène de Madame Meloni,
qui a des réussites, notamment économiques. Est-ce qu'elle est pour vous devenue la principale force de votre camp? Il y a les souverainistes et il y a les fédéralistes. Meloni est souverainiste. Et moi, je le suis aussi. On aime coopérer ensemble. Il faut freiner la bureaucratie bruxelloise. Bruxelles ne peut pas dicter la politique européenne. Il faut que l'on retrouve nos droits nationaux. Mais l'idée européenne est une idée fantastique. Il y a même deux grandes promesses, la paix et le bien-être. C'est pourquoi nous l'avons créée, cette Europe. C'est pourquoi nous avons rejoint l'Europe. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni bien-être, ni paix. Ce n'est pas ce que nous avons choisi. En France, qui incarne le mieux vos idées? On comprend, vous espérez un axe, par exemple, avec Madame Meloni. En France, qui incarne le mieux vos idées? Est-ce que M. Bardella et Madame Le Pen sont vos espoirs? J'ai eu des collègues fantastiques en France. J'ai commencé avec le président Chirac, il était formidable. J'ai aussi très bien coopéré avec le président Sarkozy. Quelle passion! Il est hongrois, il est un peu hongrois. Ah ouais. Et puis quel amour pour la patrie! Vous ne citez pas François Hollande, hein? Vous avez oublié François Hollande? Non, et il y a une raison à cela. Ouais. Barnier, le commissaire Barnier, nous avons coopéré. Je l'ai servi. Fillon, le Premier ministre Fillon, je l'ai beaucoup respecté. Donc j'ai beaucoup de bonnes expériences. Mais la réalité, c'est quoi? Il y a des souverainistes et des antifédéralistes. Et il ne me reste qu'un seul compagnon de lutte, Madame Le Pen. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé cela. Mais en réalité, la politique européenne s'est décalée vers la gauche. Ça veut dire quoi? Soyons précis. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027? Pour vous, c'est un événement? Oui, je boirai des magnums de champagne.